Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale. Je suis accompagné d'Éric Tegner Bonjour Julien. et de Jules Laurent. Bonjour. Et on va parler du dernier magazine, le premier hors-série de Frontières, consacré à l'invasion migratoire, les coupables notamment de cette dernière, que ce soit les juges, les tribunaux, les avocats. C'est un magazine qui a fait beaucoup parler. Vous avez été au rendez-vous d'ailleurs, puisqu'on a été obligé de réimprimer 5000 exemplaires. Vous pouvez vous le procurer en kiosque ou directement sur le site internet. Alors, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ce magazine. Il y a eu également un certain nombre de plaintes, que ce soit des barreaux ou bien de tribunaux. Éric, qu'en est-il aujourd'hui ? Alors merci Julien. Alors je veux dire, c'est 8000 exemplaires 8000 qui ont été exemplaires. réimprimés, donc ce qui montre que ça a très bien marché, donc on est très content effectivement. Alors c'est simple, on a été très surpris parce que le jour même de la sortie de l'enquête, donc à 16h, 17h, on s'est retrouvé avec une communication du CNB, donc le Conseil national des barreaux, c'est l'instance qui représente l'ensemble des 78 000 avocats de France. Alors, tous les avocats ne se sentent pas représentés par ce CNB qui est globalement marqué à gauche et qui ont annoncé saisir le procureur de la République. Donc, à ce moment-là, avec Jules, la première réaction, c'était de se dire « mais c'est quoi cette dinguerie qu'ils aillent aussi loin ?» Et dans la foulée, on a vu s'enchaîner des barreaux locaux qui ont commencé, donc Bordeaux, Toulouse, Marseille, plein d'autres. Je crois qu'on les a absolument pas tous comptés, qui pour le coup, avec le bâtonnier, le vice-bâtonnier, qui saisissaient parfois le procureur également, et des plaintes qui ont suivi. Parce qu'effectivement, dans ce magazine, Jules en parlera en détail, on a voulu analyser déjà un top 3 des avocats les plus mobilisés sur la défense des clandestins, tout ça payé par les impôts des Français, tout en open source, donc on avait le droit de le faire. Et derrière, vu qu'on a fait une analyse des tribunaux administratifs en France, à chaque fois, on relayait du coup l'avocat le plus mobilisé. La presse locale est tombée dessus, Mediapart, Libération. On a eu Marianne qui nous ont comparé ce qu'on faisait à ce qui est arrivé à Samuel Paty. Donc, sur un niveau de délire absolument fou. Après une autre tribune d'une dame, on a envoyé un droit de réponse par notre avocat, évidemment, qui, dans le titre, disait que c'était une nouvelle forme de terrorisme. Vraiment absolument fou ce qui était en train de se passer. Heureusement, nous, on était capés. On savait que cette enquête, elle allait déranger, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de répercussions. Et de l'autre côté, ça a continué. Parce qu'après, c'est France Bleu, Radio France qui s'y met, la presse locale et régionale, vous savez, à chaque fois, qui va donner de l'écho, parce que forcément, beaucoup de ces avocats font à la fois ça pour le business, mais certains aussi par idéologie, donc étaient dans les manifestations de collectifs de sans-papiers. Je pense à une avocate, par exemple, de Pau, donc ils connaissent bien les journalistes. Et hop, il y a tout un système qui s'enclenche. Ensuite, donc c'était beaucoup aussi, il y a une polémique LinkedIn au début, qui a pris Twitter. Et donc LinkedIn, avec beaucoup d'avocats qui remontent, etc., vraiment, dans tout le milieu des avocats, c'était une énorme bombe. Et de l'autre côté, ça a continué avec les tribunaux administratifs qui ont commencé à s'y mettre. Le tribunal administratif de Paris a commencé à faire un communiqué également, jusqu'à ce que Gérald Darmanin lui-même se sente obligé de faire un communiqué où en fait il est assez, on va dire, il essaye d'être en entre-deux. Ça veut dire qu'on sent qu'il y a une pression d'une corporation énorme, on y reviendra, parce qu'il y avait également le syndicat des avocats, c'est l'équivalent du syndicat de la magistrature pour les avocats, qui disent à Darmanin, il faut vous saisir du sujet. Ils étaient quand même l'étape d'avant, et j'en oublie, c'est le Conseil européen des barreaux qui dit représenter 1 million d'avocats dans 47 pays différents, qui lui fait une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Vous imaginez le niveau. Et donc après, Darmanin fait un communiqué et une vidéo, mais il ne nous cite pas explicitement. Évidemment, beaucoup d'avocats n'étaient pas contents, ils trouvaient qu'il n'allait pas assez loin, mais de facto, ça nous ciblait. Mais sans prendre le risque pour autant, je pense qu'il ne voulait pas non plus prendre un revers trop violent de bâton, d'avoir l'impression de défendre les avocats de clandestins. Parce que nous, on ne remet pas en cause leur droit à défendre les clandestins. On remet en cause le fait que ça soit payé par l'État et facilité par une décision du Conseil constitutionnel. Donc c'était énorme. Et on se retrouve là juste avant qu'on fasse cette émission. Donc c'est intéressant, à chaque fois, c'est du quasi direct. Où on m'a envoyé, c'est Amine Elbaï qui m'a envoyé ça, qui nous a aidés sur l'enquête, un communiqué carrément du Conseil d'État. Donc le Conseil d'État a tweeté « Déclaration du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ». Alors là, on n'est pas nommément cité, mais on comprend que c'est complètement contre nous. Et on l'affichera peut-être à l'écran, ils expliquent tout contre les tribunaux administratifs, les personnels de greffe, les avocats, etc. Ils expliquent que c'est de la délation et qu'il y aura des procédures. Effectivement, pour l'instant, il y a pas mal de plaintes qui ont été mises contre nous. Ça montre qu'on a complètement visé dans le mille. Donc, tu l'as très bien dit, il faut que
nos abonnés aillent se l'acheter en kiosque ou en ligne. Il y a quand même quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu des attaques, notamment au niveau des plaintes, mais il y a eu aussi des soutiens. Est-ce que, par exemple, Jules, tu as reçu des messages de soutien d'avocats de la profession qui étaient d'accord avec les conclusions de tes enquêtes? Eric, comme moi, on a reçu énormément de messages d'avocats qui venaient valider, soutenir, nous dire justement, nous raconter leur expérience, qu'ils ont également vu et connu ce que nous on raconte dans cette enquête, pour vraiment repréciser aussi c'est qu'est-ce qui dérange finalement dans cette enquête, pourquoi est-ce qu'il y a eu une réaction. On a montré dans cette enquête que l'aide juridictionnelle aujourd'hui était dévoyée par des avocats. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est rentable d'utiliser l'aide juridictionnelle en défendant les étrangers dans le contentieux administratif qui représente 44% du contentieux dans les juridictions administratives. Aujourd'hui, les avocats, lorsqu'ils défendent un clandestin, c'est à la fois lucratif parce qu'ils peuvent défendre, vous savez, dans le cas d'une OQTF, 5 décisions. Il y a à la fois une OQTF pour faire un recours devant le tribunal administratif, le pays de renvoi, le délai de l'OQTF, l'IRTF et le titre de séjour. Donc ça veut dire que sur un clandestin, un avocat peut utiliser l'aide juridictionnelle, donc l'argent des Français, pour chacun de ces dossiers et réussir à aller jusqu'en appel. Donc si jamais il va en appel, donc vous faites 532 € par dossier, l'OQTF, le délai de renvoi, l'IRTF, ça fait 532 € par dossier. Vous faites le total, ça fait 2600 €. S'il va en appel, c'est 5200 €. Sauf que ça va encore plus loin, ça c'est un minimum pour montrer à quel point c'est un business et c'est devenu lucratif. Dès lors que l'avocat fait condamner l'État sur chacun de ces dossiers, il peut obtenir de 1000 à 1500 €. Donc à la place d'avoir 532 €, il rend cette aide juridictionnelle et il touche 1000 à 1500 €. Donc vous faites le calcul, c'est énorme. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est dévoyé ? C'est à la fois lucratif, mais c'est devenu aussi quelque chose de systématisé. C'est-à-dire qu'on montre que les avocats aujourd'hui, on l'a montré dans cette enquête, certains cabinets font 2 à 3 dossiers d'affaires par jour de clandestins. Et ils ont réussi aujourd'hui, grâce à une application qui s'appelle Réplique, à systématiser, à faire du copier-coller de jurisprudence qui leur permet aujourd'hui en fait de donner des dossiers à des collaborateurs et d'avoir une manne financière énorme qui leur revient tous les jours grâce au contentieux des étrangers. Donc à la fois lucratif, à la fois systématisé et maintenant facile à faire. À la base, c'était un contentieux qui était compliqué, un peu besogneux. Maintenant, c'est facile. Et la dernière chose, c'est un contentieux dont on ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on a, Eric revenait sur ça, on a des barreaux locaux. Mais vous savez, dans un barreau, tout le monde n'est pas expert en droit des étrangers. Il y en a 1 ou 2 qui s'occupent de ça à plein temps. Certains en font de temps en temps. Mais souvent, ce qui se passe dans un barreau, et c'est d'ailleurs aussi les témoignages d'avocats qu'on a reçus dans ce sens, nous expliquent que lorsqu'ils reçoivent un dossier en droit des étrangers, finalement, ils le donnent à l'avocat du coin qui s'occupe de ça en permanence. Et c'est aussi de ça que nous, on traite, c'est-à-dire de pas tous les avocats, mais des avocats qui en ont fait finalement un business grâce à l'argent des Français qui sont devenus des petits barons locaux dont personne ne parle. Et nous, on a simplement informé sur une situation donc à la fois lucrative, à la fois systématisée et dont personne ne parle. Oui, là, c'est important, Julien. C'est-à-dire que sur la réponse de fond, parce qu'à un moment... moi aussi, en tant que directeur de la publication, Jules, pour les articles qu'il a écrits, on va se retrouver devant un procureur, on va potentiellement avoir des procès, je pense qu'on va être à au moins une dizaine de procès. On se retrouve, j'en parlerai tout à l'heure, avec une campagne en ce moment, notamment menée par Sleeping Giants, qui demande au ministère de la Culture, Rachida Dati, de mettre fin à l'agrément presse, donc c'est-à-dire qu'il y a une campagne de l'extrême gauche pour faire fermer le média. Donc, imaginez un petit peu la violence de ce qu'ils font. Mais quels sont nos arguments ? D'abord, légalement, on a tout respecté. Et ça, ils le savent très bien. Ensuite, on a fait de l'open source. On n'a pas révélé des choses. On a le droit, d'ailleurs, d'expliquer les avocats. Et souvent même, on a parlé d'avocats qui eux-mêmêmes faisaient des vidéos chez Utopia 56. Par exemple, c'est celui qui est deuxième sur notre top 3. Qui fait 93 dossiers entre octobre et novembre. Voilà, ou encore celle, justement, l'avocate de Pau, dont Radio France m'a appelé pour parler d'elle. Je lui demande quel est son nom, je googlise, etc. Et en fait, la première chose qu'on voit, c'est une photo d'elle avec un article pro-migrants où elle est devant une banderole de migrants et elle fait en fait du militantisme. Donc, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, sur certains d'entre eux, on dit les mêmes choses que ce qu'Info Migrant va pouvoir dire, simplement on le dit sur un regard plus critique. Et donc, et c'est ce que je voulais expliquer, ces gens-là, la seule chose qui les dérange, c'est que ça soit nous qui en parlions.
et qu'on remette ça en cause. Et c'est là où, en revanche, le droit d'informer, la liberté de la presse, ça, aujourd'hui, personne n'en a cure. On n'a pas eu le droit à Reporters sans frontières, on n'a pas eu le droit à Rachida Dati pour nous défendre. Donc là-dessus, et on est globalement tout seul sur le sujet parce que c'est une évidence, l'ensemble des médias, y compris notre camp, savent très bien qu'ils peuvent se retrouver avec des procès. Donc, lorsqu'on va en parler, on va évidemment rester en surface. Nous, on va parler des avocats, etc. Mais on ne va pas citer, on ne va pas aller sur le fond de l'affaire. Donc, on est obligé de fonctionner uniquement dans notre écosystème parce que, et c'est ce que font comprendre justement ces barreaux, le CNB, etc., tous, là, le Conseil d'État, c'est si vous relayez ce genre de choses, on va vous démolir. Et donc, ça, c'est important. Ça montre à quel point, et moi, c'est ce qui m'a surpris, en fait, c'est la réaction d'une caste qui n'est pas habituée à avoir ce type de choses. Et comme tu le disais tout à l'heure, moi j'ai pas mal d'avocats qui m'ont appelé, qui parfois étaient des avocats entre guillemets repentis, qui faisaient ça avant et qui disaient vous avez raison, d'autres qui étaient scandalisés parce qu'effectivement, on va pas parler. Moi je connais plein d'avocats, y compris de droite, qui ont 2-3 clandestins, qui aident, etc. Ça arrive, c'est pas eux qu'on attaque. On parle effectivement de l'industrialisation, du fait qu'aujourd'hui, dès qu'un OQTF comme Doualem, il est relâché, eh bien systématiquement, qui va l'aider ? Ce sont les mêmes avocats qui vont faire en sorte de conseiller le juge dans une logique laxiste. C'est pas uniquement le juge. Et c'est là où, en fait, notre mag n'est pas de la démagogie. On se contente ni de dire que c'est la faute unique de Macron, ni la faute unique des juges. On est en train de parler d'un état profond de l'immigration. Comment, en fait, aujourd'hui, même s'il y avait Éric Zemmour, Marine Le Pen ou d'autres à la tête de l'État, de toute façon, il y aurait une résistance énorme de cet état profond. Et donc, nous, on le décortique à travers, justement, tout ce système et surtout qui est financé par nos impôts. Les associations, Jules et son équipe a très bien travaillé dessus, sur 1,3 milliard qu'il leur est donné, et l'aide juridictionnelle qui va être un gouffre énorme. Parce qu'effectivement, la décision du Conseil constitutionnel d'automatiser le fait que les clandestins aient cette aide juridictionnelle, c'est monstrueux. Et encore, on a touché uniquement la face émergée de l'iceberg. Beaucoup d'avocats m'appelaient en expliquant qu'eux étaient beaucoup appelés pour des comparutions immédiates de délinquants, que 80% des cas, c'était des étrangers, et qu'en fait, normalement, l'aide juridictionnelle est directement donnée au commis d'office. L'État peut ensuite se retourner contre le clandestin, mais le clandestin est insolvable. Et donc, c'est effectivement, moi, j'ai trouvé la réaction extrêmement violente. Elle va durer longtemps. Moi, vendredi, j'ai une convocation aussi, par exemple, au tribunal correctionnel de Marseille, c'est intéressant, par des avocats sur une affaire un peu similaire, où l'année dernière, il y avait des émeutiers à la Courneuve et il avait circulé des stories Instagram publiques où les gens disaient « vous pouvez aller aux émeutes, vous pouvez faire tous vos éléments, il y a ces avocats-là qui vont vous défendre ». C'était vu comme de l'incitation et c'était des données publiques. Le fait de l'avoir publié nous a valu cette convocation au Douala à Marseille. Et qui vient de s'ajouter, on a reçu le dossier hier, qui vient de s'ajouter comme partie civile à cela ? Le syndicat des avocats. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se sont dit, frontières, on va se les faire. Donc ça va être systématique et c'est énorme. Et évidemment, avec les amis de Mediapart, là je reprends l'article, Mediapart, fiché par un journal d'extrême droite, des avocats en droit des étrangers menacés de mort. Voilà, c'est le perpétuel truc, c'est-à-dire qu'il y en a, ils ont demandé d'être mis sous sécurité, etc., où en fait, il y a 3 personnes qui vont les menacer de mort. Évidemment, c'est des débiles. Nous, on a essayé de nettoyer quand il y a des menaces de mort, mais on n'en est pas comptable, en fait. Et moi, je lui ai dit aux journalistes de Mediapart, je lui ai dit, nous, là, les menaces qu'on a d'islamistes, etc., vous croyez que ça vient de quoi ? Ça vient pas de ce qu'on fait, ça vient du fait qu'on a une fiche Wikipédia pourrie, parce que vous avez fait des articles pourris qui disent qu'on est d'extrême droite. Donc, en fait, on se retrouve ciblé par des antifas et tout. Est-ce que vous sentez responsable ? Tu vois, là, il n'y a jamais de... C'est toujours ce côté-là qui est 2 poids 2 mesures qui est assez... D'autant que ce magazine, il a aussi cette vertu de pouvoir, je trouve, être vraiment en écho avec l'actualité et de comprendre pourquoi la question des OQTF, finalement, on n'y arrive pas. C'est aussi ça, je pense, ce qui est intéressant, ce qui a intéressé les gens. Surtout avec le titre « Invasion migratoire », à un moment où Bayrou parle de submersion migratoire, c'est sûr qu'on était exactement dans l'actu en apportant une pierre supplémentaire. Exactement. Et surtout, ce qu'on a fait à l'intérieur, par exemple, on a montré que presque les 3/4 des recours des clandestins étaient faits sur cet article 8 de la CEDH qui en fait protège le droit au respect de la famille, donc qui empêche, c'est-à-dire que quand un clandestin est en France, si jamais il est marié, s'il est pacsé, si même il est bien inséré dans la société, il est compliqué ensuite de lui retirer, de lui donner un refus de titre de séjour. Donc on a montré comment, en fait, aussi un peu dans le détail, un peu en mettant les mains dans le cambouis, comment des juges peuvent prendre certaines décisions qui parfois peuvent paraître
incompréhensible. On regarde la décision de Doualem, a priori c'est assez incompréhensible quand on est d'extérieur, mais finalement quand on va dans le détail, on voit comment aussi les juges aujourd'hui arrivent à motiver leur jugement avec à la fois des articles issus de la Cour européenne des droits de l'homme, donc ça c'est ce qu'on a trouvé majoritairement, mais surtout aussi en fait en utilisant des jurisprudences qui reviennent, parce qu'on a aussi un Conseil d'État qui vient en fait donner une dimension, aplanir toutes les décisions des tribunaux administratifs et venir donner des jurisprudences qui vont toujours, souvent, régulièrement dans le sens des clandestins. Et ça, c'est une dimension que les gens n'ont pas assez à l'esprit, c'est-à-dire que depuis 30 à 40 ans, nous on l'a vu en tombant sur toutes ces affaires, comment aujourd'hui les associations viennent conseiller les clandestins en leur disant « Regarde, si jamais tu fais un faux pax, enfin, on ne veut pas dire un faux pax, mais si jamais tu te paxes, si jamais tu t'insères dans ce métier, dans ce chantier d'insertion, si jamais tu montres que tu as de nouveau une proximité avec ta famille et que tu as effectivement des liens aujourd'hui avec eux, même si à l'époque tu n'en avais plus, à ce moment-là, le juge ne pourra plus refuser ton titre de séjour. Et c'est là que le rôle des avocats est important, parce que systématiquement, les avocats ont repositionné les juges comme un second ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire c'est maintenant les juges qui vont dire une dernière fois, systématiquement, est-ce que cette personne, son OQTF est disproportionné ou non. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va intéresser les gens, qui intéresse. C'est pour ça qu'on a beaucoup de retours aussi sur des gens qui nous disent « Merci d'avoir traité ce sujet qui résonne avec l'actualité, qui nous permet de comprendre pourquoi ces questions d'OQTF et titres de séjour. » On a commencé donc de octobre pour finir jusqu'à novembre. On est allé donc dans 31 tribunaux administratifs. On n'a pas traité, c'est vrai, des dom-tom qui ont une situation assez particulière. Si on traite les chiffres de Mayotte et autres, c'est assez compliqué. Les 31 tribunaux administratifs, c'est le plus important. Ils sont les plus importants, c'est ceux qui sont en métropole. Et on a épluché 5161 décisions dans ce laps de temps de octobre et novembre, dans lesquelles on s'est plongé dans ces tribunaux administratifs, particulièrement sur la question des titres de séjour, comprendre pourquoi, sur quel motif, sur quel recours les avocats demandaient justement à faire annuler le refus de décision de titre de séjour du préfet. Comprendre aussi comment aujourd'hui, vous savez, on parlait beaucoup à l'époque d'octobre, on parlait de l'affaire Philippines et autres, et comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des clandestins violeurs qui arrivent à se maintenir sur notre territoire. Donc on a fait aussi des recherches, voir quelles sont les demandes de ces clandestins violeurs, est-ce qu'elles ont été acceptées ou non, et on a pu analyser donc toutes ces décisions et commencer en fait à en trouver des grandes cohérences entre elles ou non. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on voit, c'est là qu'on voit la libre interprétation aujourd'hui des juges, parce que si on met la même affaire, on a fait aussi des parallèles d'affaires, la même affaire dans 3 tribunaux différents, finalement on a des raisonnements juridiques qui vont pouvoir être motivés de manière différente pour la même affaire. Et ça, c'est une dimension où aujourd'hui, c'est parfois difficile à être accepté en société, c'est que oui, le juge aujourd'hui a sa liberté d'interprétation sur une affaire spécifique, et parfois, typiquement, j'ai à l'esprit, on va considérer que, je me rappelle, cette famille arménienne, on était tombé sur une famille arménienne qui était donc partie parce qu'ils avaient fui, vous savez, la région de l'Artsakh, cette région qui a aujourd'hui été annexée par l'Azerbaïdjan. Ils ont fui pour aller en France, ils ont essayé de s'insérer. Et là, en octobre 2024, le tribunal administratif les a renvoyés a accepté la décision de refus de titre de séjour et l'OQTF du préfet, au motif, en expliquant que l'Arménie était un pays sûr. Alors, c'est là qu'on commence à voir les failles de ce qu'on appelle aussi le contentieux juridique qui va enfler dans le domaine des étrangers, parce que les juges sont débordés. Donc, ils utilisent des applications de copier-coller, de télérecours. Et à ce moment-là, on va tomber sur des décisions de plus en plus iniques, injustes, incompréhensibles, parce qu'on va faire passer l'Arménie comme un pays sûr, mais de l'autre côté, on va avoir exactement l'inverse pour un pays qui, si jamais on prend la question des Algériens, ce sera compliqué, eux, de les renvoyer. Donc, on a des décisions qui sont compliquées à comprendre entre elles, parce que le contentieux des étrangers, aujourd'hui, a pris trop de place pour les juges administratifs. Donc tu veux dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des clandestins violeurs sous OQTF qui finissent par obtenir des titres de séjour avec donc l'aide de certains avocats, mais qu'à côté de ça, des familles, par exemple, arméniennes qui ont une sorte de volonté de s'insérer n'obtiennent pas ces mêmes titres de séjour. Oui, parce qu'il y a une dimension, et c'est vraiment ce qu'on a vu aussi dans toutes ces décisions, c'est que finalement, un clandestin, il ne va pas demander une seule fois en fait, à faire contester son OQTF ou son titre de séjour. Ce sont des gens qui se maintiennent sur notre sol et qui, par
3, 4 fois parfois, vont aller devant le tribunal administratif pour faire contester leur OQTF, parfois simplement leur IRTF. Parfois, ils vont faire réussir à lever l'IRTF et pas l'OQTF. Et donc, on a des personnes qui, en permanence, je repense à cet Algérien qui était arrivé, par exemple, en France en 2014. Il était marié à ce moment-là à une Française. Il a divorcé avec cette femme en 2016. À ce moment-là, le préfet a dit vous n'êtes plus marié avec la Française, donc vous n'avez plus de raison de pouvoir vous maintenir avec ce titre de séjour. À ce moment-là, l'Algérien a réussi à rester clandestinement sur notre sol, à contester en plus de ça le refus de titre de séjour. Il a essayé au motif des accords franco-algériens, il a essayé au motif qu'il devait se faire soigner en France et qu'il ne pouvait pas le faire en Algérie. Ça a toujours été refusé. Donc vous voyez, il a pu se maintenir longtemps sur notre sol jusqu'à ce qu'en 2020, il se marie de nouveau à une femme française. Et donc à ce moment-là, le préfet a estimé que oui, sur ce motif-là, il pouvait avoir un titre de séjour. Donc on a des personnes qui, en rééditant leurs demandes en permanence sur des possibilités différentes pour se faire soigner, parce qu'il est hébergé en France, parce qu'il s'est inséré socialement en France, parce qu'il est domicilié, pour tout un tas de critères divers et variés, vont tenter de se faire régulariser sur le sol français tout en y restant. Et on a aussi par là, on a les personnes qui jouent aussi le jeu, c'est-à-dire qu'on a trouvé aussi des personnes qui, par exemple, avaient un titre de séjour depuis 10 ans en France. Je pense à une Sénégalaise notamment qui avait un titre de séjour depuis 10 ans en France. Elle joue le jeu, elle est insérée, elle travaille, elle a une famille. Visiblement, c'est une famille qui se comporte bien. Et c'est peut-être là une petite critique, une petite limite qu'on peut apporter à la politique du chiffre. C'est-à-dire que c'est sur elle, évidemment, qui joue le jeu, qui va en préfecture, on sait si jamais on refuse son titre de séjour, ne va pas poser problème. Finalement, c'est sur elle que va s'abattre la politique du chiffre en disant « Vous, on vous enlève votre titre de séjour. » Mais par contre, la personne qu'on sait qui a des antécédents judiciaires, on sait qu'elle, par contre, elle est, par exemple, algérienne, qu'on va avoir du mal à la renvoyer, eh bien, elle, on va la laisser se poser sur le territoire français parce que ça, c'est la dernière perspective sur laquelle on arrive. Et c'est ce qui pourrait arriver d'ailleurs dans l'affaire Doualem, ce que je pense qui va arriver, c'est que les préfets ne peuvent plus faire appliquer leur OQTF. Donc, pour éviter une mauvaise politique du chiffre, ils ne donnent pas l'OQTF, mais dans le même temps, pour ne pas paraître laxiste, ils ne donnent pas le titre de séjour. Donc, on arrive à des situations où on a finalement des clandestins sur notre sol. D'ailleurs, c'est ce que Bruno Retailleau a réalisé. Une fois qu'il est arrivé à Beauvau, il a dit, alors ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais il a dit qu'il avait constaté que les préfets, depuis quelques mois, donnaient beaucoup moins d'OQTF. Et donc, visiblement, Gérald Darmanin avait donné ce type de consigne pour proportionnellement augmenter ce fameux taux de 7% d'application de QTF. Donc ça en dit long. Mais ce qui est intéressant sur l'enquête qui a été faite par Jules, c'est de voir qu'on regarde beaucoup les OQTF, mais on ne regarde pas beaucoup cette question justement des titres de séjour. La question également, effectivement, des renouvellements de titres de séjour avec des gens qui, à un moment, peuvent être condamnés pour viol, peuvent avoir aussi été en prison pour 6 ans, parce qu'il y a deux différences. Il y a celui qui est connu pour fait de viol, qui a été arrêté, et le juge va considérer que parce qu'il n'a pas été condamné, eh bien, en fait, ça n'est pas suffisant d'expliquer qu'il est potentiellement dangereux. C'est là où vous voyez le principe de précaution n'a que très peu été appliqué dans les dossiers qu'on a vus. Jamais appliqué. Ça, c'est vraiment... Et ensuite, après, il y a celui qui a fait de la prison. Mais même celui qui a fait de la prison, je crois que tu avais relevé un, par exemple, qui a fait 6 ans de prison. Derrière, le juge peut considérer qu'il a changé. Et pourquoi ? À quel motif ? Parce qu'il, justement, s'était bien comporté depuis sa sortie de prison. C'est comme ça que c'est motivé dans le jugement. C'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a une personne qui a commis un viol, en plus de ça, en tant que dépositaire de l'autorité sur la personne qui l'a violé, donc c'est aggravant. Il a été condamné à 6 ans, ce qui ne paraît pas en plus énorme. Et au moment où il sort, il n'a pas d'OQTF qui est appliqué et il est régularisé au bout de quelques années en estimant qu'il s'est bien conduit, pour bonne conduite depuis sa sortie de prison. Ça, c'est des cas qu'on a trouvés. Alors, on a aussi trouvé des cas, il faut le dire aussi, où c'était appliqué des personnes qui ont été renvoyées. Mais on trouve des cas également où c'est incompréhensible, on a des interprétations du droit où un juge a décidé que là, il s'était suffisamment réinséré. Ça y est, il travaille depuis qu'il travaille, il est inséré dans cette boîte-là, donc vous ne pouvez plus le renvoyer. Et là où l'enquête rentre dans la vraie complexité, c'est que ce que je disais aux journalistes de Mediapart, j'ai passé 50 minutes avec lui, il n'y a pas eu grand-chose qui a été remis dans l'article, évidemment, c'est comme d'habitude. Il me dit, oui, mais il y a un problème de moyens dans un tribunal administratif. Je lui dis, mais vous n'avez pas lu l'article, en fait. On l'explique. On explique comment les tribunaux administratifs, comment les préfectures ont beaucoup moins de moyens. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation du contentieux des étrangers, mais l'augmentation de leurs effectifs n'a pas suivi. Quand dans le même temps, il y a des cabinets d'avocats, effectivement, qui, soit pour des raisons
financière, parce qu'on a pu voir aussi des nouveaux cabinets d'avocats qui n'étaient pas là il y a quelques années et qui en fait sont rentrés dans le top 3, ce qui veut dire que c'est quand même une fenêtre d'opportunité, c'est énorme. Moi, les nombreux avocats qui m'ont écrit, ils m'ont dit à quel point justement ils étaient scandalisés de ce côté-là d'industrialisation, parce que évidemment après ils vont vous dire, c'était marrant, le journaliste de Mediapart, c'est oui, mais en même temps derrière l'avocat il paye des charges et tout. J'ai envie de dire, vous vous mettez du côté des riches, on n'est pas en train d'ailleurs de reprocher aux avocats de gagner de l'argent. On est juste en train de dire que ça ne doit pas être à nos frais, en fait. C'est ça le sujet. Mais bon, ça sortait de son schéma. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a bien sûr mis en avant le fait qu'il y avait des juges. Il y a des raisons idéologiques, mais d'autres, ils vont avoir le stagiaire, il va être sous la paperasse. Donc, s'ils disent qu'il n'y a pas de submersion migratoire, en tout cas dans les tribunaux administratifs, elle existe. Et donc, effectivement, on est obligé de faire les choses à l'appel. Et comment aussi on va se retrouver parfois avec des avocats qui vont défendre les préfectures, qui ne font pas leur travail. Et ça vient de qui ? À l'origine, ça vient de la Cour des comptes. C'est-à-dire qu'on a fait un très bon travail l'année dernière. Quand le rapport sur l'immigration illégale est sorti par la Cour des comptes, rappelez-vous, le moment où Moscovici a décalé la date parce qu'il ne voulait pas que ça sorte en plein milieu des débats sur la loi immigration, ce qui en dit long quand même sur l'état idéologique de la Cour des comptes. Bref, mais au mois de janvier, il diffuse ce rapport. Et nous, on a vu dedans, à travers 7 lignes, qu'effectivement, il disait il y a des avocats, des cabinets qui vont prendre 5 000 euros régulièrement, etc., qui ne vont pas faire bien le boulot parce que du coup, en face, ils vont gagner pour vice de procédure ou des trucs à la con. Et les préfectures ne sont pas dures avec ces avocats. Et on a constaté comment il y avait notamment une avocate de la préfecture du Nord qui faisait partie de ce qu'on appelle la délégation de service. Ça veut dire qu'effectivement, ils n'ont plus les moyens juridiques, les tribunaux administratifs, d'assurer la défense, c'est-à-dire les préfectures, donc ils vont se retrouver pour défendre la décision d'un préfet d'appliquer une OQTF. En face, il va y avoir l'avocat avec potentiellement l'ONG pro-migrants comme Utopia 56 ou d'autres, comme la CIMAD. Et donc, ces gens-là, quand ils vont arriver, ils vont mal faire leur boulot. Et on a vu comment la 14e sur la liste de Raphaël Glucksmann, donc qui est une socialiste, pro-migrant idéologiquement, défendait la préfecture du Nord pour appliquer les OQTF. Donc en fait, à quel moment vous pensez qu'elle va avoir une lecture stricte pour se dire il faut appliquer toutes les OQTF ? Non. Donc elle va quand même prendre son chèque, être payée bien comme il faut. Elle va considérer qu'elle a fait son travail parce qu'en fait, elle va avoir la même interprétation que le juge. Mais bon, ça pose une véritable question à un moment parce qu'en face, ils ont un minima des avocats qui sont totalement idéologues pour une partie, pro-migrants et pour la régularisation. Si nous, les avocats des préfectures, ils n'ont même pas la niaque de se dire on va y aller sévère, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver, quoi. Il y a 3 points dans ce rapport de la Cour des comptes. Il recoupe ce qu'a fait notre enquête. Il y a ce point où il explique que les préfectures sont mal défendues pour cette question des appels d'offres aux cabinets d'avocats qui font mal leur travail. Il y a le point où l'aide juridictionnelle, le budget augmente 13% chaque année. 13% chaque année. Et là, on n'a pas encore les retombées de ce qui va se passer pour les années à venir, puisqu'on a un contentieux des étrangers qui enfle. Donc ça va aussi dans le sens où nous, on explique que c'est industrialisé. Et c'est Darmanin qui est responsable de cette aide juridictionnelle. C'est pour ça que... Et c'est le CNB qui négocie les UV auprès du ministère de la Justice. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une réaction. C'est le CNB ont augmenté le prix des UV. Pour pouvoir augmenter le prix des UV, qui sont les unités de valeur qui permettent d'être converties en euros. Et donc, il y a à la fois cette aide juridictionnelle qui augmente de 13% chaque année. C'est énorme, 13% chaque année. Et le 3e point, c'est le rapport de la Cour des comptes. Il explique que les procédures aussi d'expulsion, aujourd'hui, elles sont mal faites. Pourquoi ? Parce qu'il y a un contentieux. Donc, les préfectures, aujourd'hui, vont très, très vite pour rédiger ces procédures d'expulsion. Et donc, on voit que on peut faire une corrélation. Sur la carte, vous savez, nous, on a fait un taux de victoire des clandestins en France. On a notamment Paris, Cergy, Nice. Donc, on a aussi Châlons-sur-Champagne. On a des endroits où les préfectures sont assiégées. Et Châlons-Champagne, on a reçu des messages de gens qui travaillaient là-dedans. Ils disaient c'est vrai, c'est des gauchistes et tout. C'était clair ce qui remontait. Et donc, on a des préfectures. Nous, on ne connaît pas Châlons-Champagne. On n'a rien contre eux, tu vois. Donc, c'était objectif. Et on a des préfectures donc, qui sont débordées donc, de demandes, qui rédigent donc des procédures très rapides. Et donc, on a à ce moment-là des avocats qui vont facilement aller devant le tribunal administratif pour justement aller faire des recours. Et donc, par exemple, des villes comme Paris, on a un taux de victoire des clandestins de 47%. Des villes comme Nice, on a des taux de victoire des clandestins de 49%. Chalon-sur-Champagne, on est à 55% à peu près. Et donc, on voit comment, dès lors qu'une préfecture elle est submergée par les demandes. On voit qu'une préfecture, dès lors qu'elle rédige beaucoup de procédures d'expulsion de migrants,
il est facile après pour les avocats d'aller devant le tribunal administratif et de faire gagner les clandestins. En témoignent ces taux de victoire assez impressionnants qu'on trouve dans ces villes-là où on a justement un taux de jugement et de dossiers étudiés par les magistrats qui sont très élevés. La moyenne nationale, elle est à peu près autour de 35,5%. Et donc, les villes comme Nice, Paris, Cergy, les mêmes dans lesquels on retrouve d'ailleurs le fameux avocat, le deuxième de la liste qui travaille avec Utopia 56, il va faire gagner dans ces tribunaux administratifs-là, on voit qu'il est facile pour les avocats d'aller faire gagner dès lors que les préfectures sont débordées. Et c'est là où, pour dire à nos téléspectateurs, on est en train effectivement de réfléchir pour se dire il faudrait peut-être une fois par an faire un grand classement. Parce qu'en fait, ça compte, ça. À un moment, notre argent, ça compte. Chaque année, Le Point va faire un classement des hôpitaux, Change va faire un classement des meilleures écoles de commerce ou des meilleures prépas, etc. Mais qui aujourd'hui, est-ce que vraiment les juges, est-ce que les préfectures, est-ce que les tribunaux administratifs rendent des comptes ? Non, ils n'en rendent pas. Et ça, c'est un problème. Et donc, au moins pour illustrer, et effectivement, pour faire en sorte que le citoyen, il ait les éléments et qu'il y ait peut-être une pression politique pour dire t'as un taux quand même bien pourri, il faudrait peut-être que ça monte. On réfléchit à la possibilité, ce serait intéressant qu'un jour, une fois par an, on a un magazine avec en une le classement, etc. Et les gens ouvrent et on va savoir qui sont les meilleurs, qui sont les moins bons, etc. Dans une logique open source qui soit complètement légale et déontologique. Ils auront, parce qu'on a respecté cette question aussi du droit de parole des avocats qui ont globalement refusé de parler. Aucun nous a contactés pour avoir un droit de réponse. Ça montre qu'ils savent très bien qu'on a visé juste et qu'en fait, ils veulent juste essayer de rester dans le côté, de toute façon, c'est l'extrême droite. Mais ça sera intéressant parce que c'est important. Nos concitoyens qui se disent aux États-Unis, ils élisent les juges, etc. Nous, on ne peut pas les élire, ce n'est pas le même système. En revanche, il y a le droit, à minima, de demander des comptes, mais bon, on n'est pas des politiques. C'est d'informer, ça veut dire de se dire, pourquoi d'interroger le législateur ? Pourquoi il y a dans tels endroits, ça déconne ? Alors que, on va payer autant qu'un autre département. Et donc ça, c'est des éléments importants qu'on veut mettre à disposition du grand public. Même si au début, évidemment, l'accouchement est quand même difficile et ça va nous valoir, je pense, au moins 2 ou 3 ans de procédure minimum. C'est vrai qu'il y a un discours schizophrène au niveau de la politique française parce que d'un côté, on demande aux Français de faire davantage d'efforts d'un point de vue financier, ils sont surchargés d'impôts, de taxes. On voit qu'il y a une sorte de mouvement de lame de fond des Français qui sont en demande qu'il y ait un arrêt au moins de subventions publiques pour des choses qui peuvent être considérées comme inutiles, parce qu'on l'a vu avec Javier Milei en Argentine, aux États-Unis avec le Doge. Et en parallèle, il y a quand même énormément d'argent public qui est dépensé dans des politiques d'accueil pour les migrants. Jules, dans ton enquête, tu as notamment souligné le fait qu'il y avait beaucoup d'argent dépensé, de l'argent public, pour les hébergements des migrants. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Il y a vraiment sur ça, il y a 2 mondes. Il y a le monde politique qui, d'un côté, explique qu'il faut parfois réduire l'immigration. Et il y a le monde de l'administration dans lequel on s'est plongé, qui rebondit sur l'actualité, vous savez, par rapport à la question d'occupation du Théâtre de la Gaîté à Paris, mais dans d'autres endroits de France où on a des gymnases et autres qui sont occupés. Et ça permet de... Ce qu'on voulait montrer, c'était justement comment aujourd'hui, notre administration, notre droit est devenu inconditionnel. C'est-à-dire que nous avons donné la possibilité aujourd'hui pour les personnes en situation irrégulière d'accéder à la fois à l'insertion, à l'emploi, à la fois à l'hébergement, à la fois à la domiciliation, à la fois aux soins. Et donc on est revenu dans ce magazine sur toute une série de mécanismes qui existent et qui sont bien connus des associations pro-migrants parce qu'elles vont dans le sens de la Rajada. C'est-à-dire que nous avons probablement du retard sur ces associations pro-migrants. C'est ce qui est montré dans ce magazine, à quel point, pour elles, il est simple aujourd'hui d'aller voir un clandestin et lui montrer comment, facilement aujourd'hui, il peut réussir à se faire héberger en France. Et s'il ne l'est pas, comment il peut faire condamner l'État. Alors, concrètement, on a pris un exemple. Ça s'appelle le DAO, le droit à l'hébergement opposable. Aujourd'hui, concrètement, vous êtes clandestin. Il vous suffit d'appeler le 115, dire que vous êtes à la rue, que vous avez besoin d'être logé. À ce moment-là, vous allez recevoir un CERFA, donc un petit formulaire que vous allez remplir. Il sera donné au département. Et le département, à ce moment-là, 3 mois. 3 mois pour se réunir dans une commission qui va décider de trouver un logement, un hébergement en urgence pour ce clandestin.
il a après 3 mois pour trouver et exécuter justement sa décision. Si jamais il ne l'a pas fait, et ça c'est intéressant parce qu'on l'a trouvé aussi dans certaines décisions dans les tribunaux administratifs, si jamais il ne l'a pas fait, l'État peut être condamné au titre de cette commission, donc qui n'a pas rempli son devoir. L'État peut être condamné à la fois en dommages-intérêts pour le clandestin qui n'a pas reçu cet hébergement, donc en termes de préjudice, et il peut être aussi condamné, cette fois-ci à une amende qui va directement dans la poche d'un fonds qui va derrière nourrir ce fonds directement les associations et donner de nouveaux logements sociaux. Et donc on voit qu'aujourd'hui, on a une sorte de politique de serpent qui se mord la queue, avec à la fois, aujourd'hui par exemple, le préfet qui va avoir comme rôle d'exécuter les OQTF, d'avoir parfois des politiques du chiffre sur le refus de titre de séjour, et dans le même temps, se voir opposer par ces associations pro-migrants, c'est ce qu'on détaille vraiment dans ce magazine, va se voir opposer ce droit à l'hébergement qu'ont aujourd'hui les clandestins en France. Et ces droits inconditionnels, on les a détaillés sur tous les pans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des associations comme AIDA qui vont s'occuper, par exemple, de gérer les boîtes aux lettres des migrants à Lille. On a aussi montré à quel point, on parle beaucoup, vous savez, de l'AME. On parle de l'AME dans le débat public, de combien ça coûte. On a montré qu'il y a d'autres dispositifs pour ceux, par exemple, qui n'ont pas pu avoir l'AME, qui sont présents sur le territoire depuis 3 mois. Vous n'avez pas pu avoir l'AME, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier du DSUV, qui est le dispositif de soins en urgence et vitaux. Et donc, tous ces dispositifs-là, qui vont en fait dans une sens de l'inconditionnalité de notre politique d'accueil et que connaissent très bien bon nombre d'associations, donc à la fois domiciliation, hébergement, la CIMAD, qui vont faire du conseil juridique à tous ces migrants. Ils vont en permanence aller voir les migrants et leur dire « Eh bien, vous allez tous vous réunir ici dans ce gymnase pour aller demander à l'État de vous trouver un hébergement. Vous allez tous maintenant aller devant l'hôpital manifester pour avoir justement accès au DSUV. Vous allez tous manifester pour avoir la possibilité d'avoir des boîtes aux lettres ici à Paris. » Et aujourd'hui, ces associations, elles ont la capacité de faire pression sur l'État. On l'a d'ailleurs montré très concrètement à travers la préfecture de Lille. La préfecture de Lille qui, dans un rapport de force avec les associations, s'est vue obligée en fait, d'instaurer en son sein, il y a plus de 10 ans, une commission qui s'appelle la CODRES, qui est une commission de réexamen des personnes qui ont épuisé toutes leurs voies de recours. C'est-à-dire, très concrètement, vous êtes un clandestin, vous êtes allé devant le tribunal administratif, vous avez épuisé toutes vos voies de recours en appel, eh bien, vous avez encore la possibilité que cette commission qui est au sein de la préfecture du Nord à Lille vienne se saisir de votre dossier et vienne dire au préfet « Regardez, ce dossier-là, même s'il a épuisé toutes ses voies de recours, est-ce que vous pourriez quand même, au nom de votre pouvoir justement de régularisation, régulariser ce clandestin ?» Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de cette commission ne siègent que des associations pro-migrants. Au sein de cette commission, vous avez la Ligue des droits de l'homme, vous avez la CIMAD, vous avez Emmaüs. Et donc, toutes ces associations ont pu, comme ça, se larver au sein de la préfecture du Nord de Lille pour pouvoir aujourd'hui, de manière exorbitante, aller se saisir d'un dossier et le mettre devant la préfecture. Alors, il y a des rapports de force, évidemment, avec le préfet, en fonction des dynamiques qui sont impulsées par le préfet. Mais c'est quand même, encore une fois, une connaissance des mécanismes de la part de ces associations qui vont pouvoir aller faire pression sur les préfets aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu, par exemple, sur l'affaire... on parle souvent de l'AME, mais il y a l'hébergement. Sur l'affaire Doualem, personne n'a relevé que le Guisti faisait partie de sa défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si c'était normal. On n'en parle même plus, on ne sait même plus qui c'est. Et lorsqu'on se plonge d'ailleurs dans ce dossier qui est vraiment bien argumenté, on voit à quel point, en fait, on ne comprend pas grand-chose. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'il y ait des commissions qui aient des noms, on ne comprend rien, etc. Et il n'y a aucune ligne. Si les Français qui nous écoutent, ils pensent qu'il suffit au législateur de se dire « Bon, je vais au ministère de l'Immigration, ou je vais à Bercy, je vais voir la ligne immigration, je vois la ligne OLG et tout, et je coupe », c'est faux. Aujourd'hui, ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un ministre de l'Intérieur qui va avoir une partie du budget de la CIMAD, mais qui, s'il le coupe, le Conseil constitutionnel peut dire « Ben non, en fait, parce que c'est obligatoire, etc. » Parce qu'il y a des conseils régionaux qui ont voulu couper des subventions pour des associations pro-migrants et ensuite, on les a imposés justement de les remettre parce qu'ils vont devant le tribunal administratif pour contester la suppression de la subvention, etc. Donc, c'est impossible aujourd'hui.
C'est impossible de se dire on veut couper tout. Donc moi, je n'ai pas la solution. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, d'un côté, on nous vend l'immigration, c'est une chance. L'immigration aujourd'hui, ça rapporte de l'argent, etc. Mais on veut bien garder les milliards d'euros qui sont donnés pour toutes ces questions de logement. Effectivement, les 52 000 lits d'hôtels qui sont majoritairement occupés par des clandestins, qui devraient l'être normalement majoritairement par des SDF français, qui représentent 1,2 milliard d'euros par an sur l'Île-de-France. C'est plusieurs dizaines de milliards au global, ce que coûte l'immigration. Donc, et tout ce qu'il y a à côté. Donc moi, c'est vraiment ce que j'en retiens sur cette enquête qui a été réalisée, qui, encore une fois, est que la partie immergée de l'iceberg, mais qui permet aux lecteurs de comprendre à quel point, justement, on se moque de nous. Je pense que c'est vraiment, il y a ce côté de conclusion. Et en fait, on va en ce moment faire un débat pendant 2 semaines sur le droit du sol à Mayotte pour éviter, vous savez, Mayotte, les naturalisations, c'est 923 chaque année, hein. Donc le sujet, il n'est pas exactement là-dessus. Donc ils vont passer peut-être à 700 au lieu de 923. Le sujet, il est de l'arrêt de l'attractivité. Donc c'est pas dire on restreint le droit du sol, c'est on le supprime point barre pour que les Africains, les Comoriens, ils entendent le message. Mais même ça, ils continueront quand même à venir. Et donc on est en train de parler de ce genre de débat. Et derrière tous les jours, il y a une machine à régularisation qui fonctionne à plein. Je prends un exemple très concret qu'on a montré, qu'on a donné dans ce magazine. Par exemple, l'association Emmaüs, aujourd'hui, et c'est là qu'on fait vraiment le lien entre les associations, les avocats et jusqu'à la chaîne jusqu'aux tribunaux. L'association Emmaüs, aujourd'hui, au titre des chantiers d'insertion, va pouvoir en fait ouvrir un poste directement pour, par exemple, ça peut être de la mise sous pli, des postes assez simples qui sont à la base, normalement c'est à la base pour les SDF, qui aujourd'hui sont majoritairement donnés aux clandestins. Eh bien, l'association va pouvoir recevoir des subventions publiques pour pouvoir ouvrir un poste et donc insérer un clandestin et lui donner aujourd'hui un travail. Ce qui va lui permettre d'avoir le titre de séjour. Ce qui va lui permettre aujourd'hui, devant le tribunal administratif, de se prévaloir d'un travail, d'une insertion, et l'avocat derrière de dire qu'il a pu faire le recours, de pouvoir justement, et même plus loin, c'est-à-dire que ces associations-là, jusqu'à quel point elles maîtrisent notre droit, donc elles maîtrisent sur la question des insertions, mais on n'a peut-être pas insisté sur les PACS et les faux mariages. C'est quand même... Parce que c'est dur, hein, il aurait fallu prendre beaucoup plus de temps, mais ce serait intéressant de creuser, parce qu'on l'a vu avec le cas Robert Ménard en ce moment, qui a un procès, qui risque 5 ans parce qu'il a refusé de marier un OQTF. Ces cas-là sont énormes. La dernière fois, j'étais sur un groupe Facebook de logement où il y avait une annonce de quelqu'un qui disait quelqu'un contre de l'argent peut se marier. Il y a plein de choses comme ça, des groupes Facebook, où il y a effectivement des faux mariages. Et heureusement, ce qui se passe avec Robert Ménard permet de remettre ça sur le devant, parce qu'avant, vous étiez considéré comme xénophobe et raciste si vous l'expliquiez. Parce qu'en plus, ce sont des gens qui viennent, et il y a des diasporas déjà importantes dans le pays. Donc c'est très facile. Mais après, les mariages blancs, ils se font comme le cas de Ménard, ils se font aussi beaucoup avec des gauchistes, des associatifs, etc., qui savent que c'est le bon moyen de régulariser le migrant. Et il faut savoir une chose, c'est que ensuite le migrant peut faire venir sa famille, peut faire venir ses enfants issus d'un autre mariage. Donc ça pose pas de problème. C'est-à-dire que c'est un engrenage complètement fou. De toute façon, le travail d'enquête que tu as effectué, Jules, et avec les autres journalistes, c'est un peu ce qu'on a retrouvé sur le terrain, notamment à Trieste. Ouais. Quand on est allé voir l'association, on a vu qu'il y avait une articulation parfaite entre les membres de l'association, qui leur donnaient notamment... Ça, c'est l'article que tu as écrit. C'est l'article qu'il y a dans le magazine. On voyait qu'il y avait une articulation parfaite entre les militants de l'association, qui donnaient aux migrants des cours de langue, qui organisaient des tables rondes pour leur trouver du travail. Il y avait vraiment... Tout était fait pour leur donner les meilleures chances possibles d'obtenir par la suite un titre de séjour, d'autant plus qu'on sait qu'en Italie, il y a eu une augmentation des titres de séjour du fait qu'il y a des tensions économiques dans le marché du travail, il y a des postes à pourvoir. Donc en fait, c'est assez étonnant que ce que tu as vu en France directement par le biais de ton enquête, nous, on l'a trouvé sur le terrain dans les Balkans. Bien sûr. Mais surtout, là, je tiens aussi à le préciser, c'est-à-dire que pour ce qui est des mécanismes des associations pro-migrants, on parle d'enquête, mais c'est avant tout ces associations-là qui communiquent dessus. C'est-à-dire que tout ce que je raconte sur ces mécanismes, tout est disponible. C'est-à-dire qu'elles ont elles-mêmes des petits fichiers qu'elles donnent aux clandestins ou qui sont disponibles directement sur leur site sur des tutos. Concrètement, comment vous pouvez vous maintenir sur notre sol ? Eh bien, vous allez à la fois soit faire une demande d'hébergement, vous allez vous insérer, c'est-à-dire que tout ça est disponible et est facile d'accès et surtout facile à comprendre. C'est-à-dire que
pour le clandestin, il n'y a plus qu'à suivre les lignes, à appeler à tel numéro pour se maintenir sur le sol. La simple chose, c'est qu'il faut le connaître, il faut avoir accès justement à ces informations que le grand public ne va pas forcément chercher, et parce que c'est pas instinctif finalement. On peut même pas le concevoir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas concevoir dans tout ça. Par exemple, je prends un dernier exemple, c'est sur aujourd'hui, il y a une possibilité pour un clandestin aujourd'hui même de toucher des aides sociales. Il suffit qu'il soit logé dans ce qu'on appelle les CHRS, qui sont les centres d'hébergement et de réinsertion. Ces centres-là, aujourd'hui, si vous êtes logé à l'intérieur, vous avez une possibilité de toucher 300 € d'aide sociale alors que vous êtes un clandestin en France. Et ça, c'est factuel. Et comment t'intègres un CHRS ? Ça, c'est compliqué par contre. Faut pas non plus, tout le monde ne peut pas intégrer un CHRS. Les places sont vraiment, c'est super compliqué. Mais tout de même, si vous l'intégrez, vous avez une possibilité d'y aller. C'est comme le droit à l'hébergement, il faut le dire. C'est compliqué aujourd'hui de trouver une place pour avoir du droit à l'hébergement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup de manifestations d'Utopia 56, qu'on a beaucoup devant la mairie, devant la préfecture, parce qu'effectivement, ils ont du mal à faire loger ces clandestins. Et l'État, mais parce qu'en fait, l'État ne peut pas. Donc l'État ne peut plus les loger, l'État n'a plus de place, mais par contre, ils ont toujours la possibilité de faire condamner l'État. Et donc, au final, si vous m'avez bien suivi, de faire condamner l'État et donc de récupérer l'argent, parce que l'État, quand il est condamné, donne l'argent à ce fonds, vous savez, ce fonds qui va après rémunérer les associations. Parce que l'État n'est pas directement condamné à payer le clandestin, sauf au titre du préjudice de l'avoir laissé dormir dehors. Donc ça, c'est ça qui est vraiment important à saisir, c'est qu'ils ont compris que l'État était aussi arrivé au maximum de ses capacités dans certains endroits, mais ils tirent quand même sur la corde, parce que derrière, c'est une source d'argent. Ce qui est risible, c'est que l'État paye pour loger des clandestins, que s'il ne le fait pas, il sera condamné à payer, et tout ça est fait avec l'argent des Français, et pourtant, les Français sont majoritairement contre l'immigration aujourd'hui. Et aussi, l'État, à la fois, doit héberger ces gens, mais de l'autre côté, par la voie, ses préfets veut les expulser. Sauf que c'est plus en plus s'ils respectent le fait de devoir les héberger comme la loi l'y oblige, l'expulsion va être empêchée. C'est une folie. Ouais, c'est schizophrène. Sur cette question-là, le préfet, c'est vraiment... C'est comme aujourd'hui. Bruno Retailleau, le ministère de l'Intérieur, c'est pas de sa faute, hein. Mais la CIMAD, c'est 2 millions sur 7 millions qui viennent du ministère de l'Intérieur. Donc c'est comme les Français s'ils devaient payer leurs voleurs, quoi. Mais est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que, Jules, les associations pro-migrants prennent en otage, d'une certaine manière, les préfets ? Elles sont pas, je dirais pas qu'elles prennent en otage les préfets, mais c'est surtout une longue montée en compétences de ces associations qui, au final, à la base, elles devaient simplement faire de l'accueil, distribution alimentaire, un peu de conseils, mais elles ont petit à petit commencé à s'implanter dans des endroits stratégiques, comme les fameux CRA. Aujourd'hui, on a la CIMAD qui va dans les CRA conseiller, alors qu'ils sont fondamentalement opposés à l'idée d'un CRA. C'est ça aussi qui est absurde. C'est-à-dire qu'on a France Terre d'Asile aussi, présidée par Najat Vallaud-Belkacem. Toutes ces associations qui sont fondamentalement opposées à l'idée qu'un État ait le droit de choisir qui s'installe sur son sol, eh bien, elles sont au cœur des CRA et à donner du conseil juridique aux clandestins. On a aussi des associations comme ANAFE qui vont dans ce qu'on appelle les zones de transit. Peut-être que vous auriez pu les voir d'ailleurs quand vous étiez dans les déplacements dans les Balkans. Cette association ANAFE qui s'est fait la spécialité d'aller dans les zones de transit, à la fois les aéroports, à la fois les frontières, pour donner un conseil préventif aux clandestins et les former à l'avance de ce à quoi s'attendre pour aller dans tel pays. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a même une dimension de rebond. Vous savez, des clandestins, par exemple, il y a les Afghans qui vont peut-être d'abord aller demander en Allemagne, puis après aller demander en France. Il y a 19% des Afghans qui sont pays de rebond, par exemple, pour le droit d'asile. Ils demandent d'abord dans un pays, puis après vont demander en France. Donc ces associations-là, elles le savent. Elles savent que les clandestins, ils visent pas tous en priorité la France, mais que par contre, s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent dans le pays, au final, ils iront en France. Et c'est pour ça que ces associations comme ANAFE, elles préemptent les migrants dès le moment des frontières, dès qu'elles sont aux avant-postes, et se sont instaurées comme ça. Et donc, il n'y a pas qu'une prise d'otage envers le préfet, c'est ça que je veux dire. Je veux dire qu'ils sont vraiment dans plein de pans de la société, ils se sont instaurés, et ils ont vraiment une maîtrise, un contrôle. Eric, il l'avait vu aussi sur ces associations, organisations européennes qui étaient à Lampedusa et qui expliquaient aux migrants qu'il fallait pas dire que les migrants étaient des migrants économiques, qu'il fallait qu'ils disent dans leur pays qu'ils fuyaient la guerre. De filmer parce qu'ils disaient, voilà, si les gens vous disent comme ils le font aujourd'hui, qu'ils viennent pour des raisons économiques, quand ils vont faire une demande de droit d'asile, les vidéos vont être remontées justement à l'ambassade, etc. et on va le leur refuser. J'ai envie de dire, c'est une ONG européenne, etc. À quel moment, en fait,
elle est là pour aider le migrant à tout simplement être un faussaire. Moi, j'appelle ça un recel d'escroquerie. Voilà. Mais ça, il n'y a aucune responsabilité de ces ONG aujourd'hui. C'est une réalité. C'est qu'aujourd'hui, quand on parlait des avocats, alors on n'est pas allé étudier chaque cas précisément et on n'a pas voulu cibler les personnes. Et ce n'est pas du tout ce qu'on a fait, contrairement à ce qu'ils disent. Mais parfois, il peut se poser la question. Un avocat, s'il a conscience que le dossier qu'il va pousser, c'est une fraude, il n'a pas le droit. Hein. Un juge, s'il a conscience qu'en face, il y a justement une fraude et qui donne quand même les papiers, il n'a pas droit non plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire dans le pays non plus. Sauf que sur ce sujet-là, c'est un peu comme si ce n'était que de l'opinion et non des faits. Et n'oublions pas que sur les avocats, bien qu'ils n'aient pas le droit, la dimension, ce qu'ils cherchent à faire souvent, c'est d'arriver devant le Conseil d'État et d'obtenir une nouvelle jurisprudence qui va permettre pour eux d'avoir des droits plus ouverts, notamment sur la question de l'hébergement et autres. C'est ce que cherchait à faire. Si on se souvient bien, sur l'enquête même sur l'écologie, tous ces groupes écologistes cherchaient aussi en permanence à avoir des jurisprudences au niveau du Conseil d'État, au niveau de tout ce qui va être européen, pour faire avancer le droit. Bien qu'ils sachent qu'ils sont actuellement dans l'illégalité, ils vont justement obtenir ce qu'ils cherchent et faire avancer notre droit petit à petit. Tout ça, sur cette politique de l'inconditionnalité de l'accueil, ne sont que des petits reculs de l'État permanent depuis 40 ans, vis-à-vis des associations qui font des recours et également des avocats. Après, sur le fond de l'enquête, moi, j'invite vraiment tout le monde à aller le lire parce qu'en fait, ça se lit d'ailleurs comme du petit pain, hein, il y a absolument tout, etc. Je pense que c'est l'ADN aussi de magazines, d'aller au fond des choses, de décortiquer, parce qu'on entend beaucoup les ONG pro-migrants, les avocats qui défendent les clandestins, mais en fait, les gens ne sont jamais allés au fond des choses. Et quand d'ailleurs, ces journalistes me demandaient « mais pourquoi vous vous êtes senti obligé de donner les noms ?» Le mec de Mediapart, je lui dis « écoutez, si on n'avait pas donné de nom, vous nous dites tout le temps, vous êtes d'extrême droite, vous faites des affirmations bancales, vous allez critiquer les ONG, les avocats pro-migrants, vous n'avez pas de preuves. On vous les donne, les preuves. Maintenant, vous vous plaignez parce qu'on vous donne les preuves. Si on n'avait donné aucun nom, si on n'avait pas montré des cas très concrets qui s'étaient produits, vous croyez vraiment qu'ils nous auraient cru ? C'est ça, en fait. Mais la vérité, c'est qu'ils veulent tout simplement pas, ils veulent bannir ce type de discours, ce type d'information. Parce que personne n'a contesté le fond. En revanche, ce qui était bien, et peut-être qu'on va en parler, c'est que pour le coup, il y a quand même eu un impact médiatique avec des vrais relais aussi, parce qu'on a pu aller chez André Berkoff, chez Sud Radio pour en parler, sur CNews évidemment, avec Jules qui y allait à plusieurs reprises, Pascal Praud qui a pu parler de notre enquête, Geoffroy Lejeune. Moi, j'ai pu en parler de nombreuses fois sur CNews le soir, parce qu'également, c'était vu comme un éclairage au moment de l'affaire Doualem. On venait très concrètement avec des solutions, avec des problématiques en fait techniques qui n'étaient pas démagogiques. Et donc c'est là où la réaction d'un Darmanin montre à quel point de toute façon il est soumis vis-à-vis de l'état profond de son administration et qu'il ne pourra rien faire et même qu'il ne veut rien faire. C'est-à-dire que si déjà il se soumet face à ses syndicats, qu'est-ce qu'il fait face aux syndicats de la magistrature ? Pour rebondir juste sur une notion que tu as abordée, c'est l'hyperextension du droit, notamment par la jurisprudence. Nous, on l'a vu à Trieste, avec l'association où la jeune militante nous a expliqué... Ça, c'était pour expliquer. Voilà, on a fait la route des Balkans. La route des Balkans, le reportage donc, sur la route migratoire des Balkans. Parce qu'il y a un reportage à retrouver dans le magazine. Aussi. Exactement. Et on a commencé par Trieste. Et l'association pro-migrants que l'on a eu la chance de visiter, on pourrait dire, la militante nous a bien expliqué que maintenant, l'objectif, c'était de militer et de faire en sorte que les juges prennent en considération le réchauffement climatique et les réfugiés climatiques pour donner des titres de séjour. Et donc, il disait que certains le faisaient déjà, mais qu'il fallait les... C'est intéressant parce qu'on lui a posé la question, on ne va pas tout spoiler, parce que tout sortira dans grande série documentaire mi-mars. Donc ça va être le gros moment. Mais effectivement, on lui dit, mais en fait, il y a un sujet. Là, vous êtes en train de dire que vous voulez trouver du travail à ces clandestins. Ils sont rentrés illégalement sur le territoire. À quel moment vous les prenez en charge, en fait ? Parce que c'est interdit, normalement, les illégaux. Et ils disent, oui, mais ça n'existe pas, un clandestin. Dans leur tête, en fait, c'est pas irrégulier. Donc, voilà, à partir de ce moment-là, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors que normalement, il y a une logique, en fait. Le clandestin, vous ne pouvez pas vous en occuper tant que ce n'est pas la police, etc. Et ça, pour eux, en fait, il y a déjà une bataille sémantique qui est essentielle. Mais quand vous vous dites c'est eux
qui doivent s'occuper et qui en fait remplacent, parce que c'est un transfert de pouvoir régalien qu'on a opéré de façon massive dans les différents pays européens, envers des gens comme ça. Un des mecs, c'était un punk à chien. Non, mais globalement, on était sur les clichés des types dans les ZAD. Donc, c'est quand même ça. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Vous vous dites qu'à nos frontières, vous mettez ce genre de personnes. Bien sûr que ça pose un problème qui est énorme. On l'a vu dans d'autres endroits aussi, comment, juste sur la frontière gréco-macédonienne, l'endroit où les migrants traversent, il y a bien toutes les tentes d'associatifs. Peut-être qu'on devrait les mettre plus loin. Parce que là, ça donne juste envie de se dire, j'ai 3 mètres à faire et de l'autre côté, j'ai la soupe bien chaude. C'est-à-dire que ça pose un problème sur l'incitation à traverser illégalement. Mais cette notion d'illégalité, ils ne l'ont pas. Et c'est ça qui est fou. C'est intéressant ce que tu dis, parce que on le retrouve aussi dans le magazine. Il y a une petite partie sur une école qui s'appelle l'EHESP, qui est une école Ils nous ont écrit d'ailleurs. En santé publique et qui justement donc Encore un procès. Encore un procès, ouais, c'est ça. Qui forme les. Ils voulaient avoir accès à l'article, ils ont qu'à s'abonner, tu vois. Ils achètent le magazine, oui. Bien sûr, tu vois, c'est comme s'ils n'avaient pas de subvention. Et donc, qui forment les futurs fonctionnaires en santé publique, donc concrètement ceux qui vont maîtriser toutes les politiques relatives à l'AME, le DSUV qu'on montre. Et c'est intéressant ce que dit Eric parce que... Là, on n'a pas diffusé les cours sur les réseaux sociaux. On n'a pas encore communiqué sur ça. On n'a pas encore vraiment communiqué dessus. Et en fait... C'est le off. Et ce qui est intéressant de montrer là-dedans, c'est que les cours qui sont donnés donc, aux futurs fonctionnaires qui vont donc avoir ces politiques de santé publique, AME, DSUV et autres, sont complètement imprégnés d'idéologies justement qui refusent le caractère par exemple de clandestins, d'immigrés illégaux. Eux, ils appellent ça des exilés dans les cours. Les noms sont remplacés par exilés. Les sources viennent directement de la CIMAD. Les professeurs qui sont cités sont comme des professeurs comme Didier Fassin, des professeurs d'extrême gauche. On a aussi tout un narratif qui est donné autour, par exemple, je me souviens d'une bande dessinée que je lisais dans les cours, parce que j'ai vraiment récupéré les cours et j'ai retranscrit dans le magazine ce que je lisais dans les cours, et c'est intéressant de voir qu'ils font même le comparatif entre le traitement qu'il y a eu pour les réfugiés ukrainiens et le traitement qu'il y a pour les réfugiés qui viennent du Moyen-Orient et d'Afrique. Et ils n'en sont pas contents, parce qu'ils disent qu'il y a une inégalité, là, justement, de ce point de vue-là. Et donc, les futurs fonctionnaires, et tout ça, donc on n'a pas besoin d'aller simplement dans les associations, ni de voir simplement l'État comme un rapport permanent avec les associations. Il y a aussi un rapport de force, je veux dire. Il y a aussi au sein de notre fonction publique des gens qui adhèrent finalement à ce logiciel, qui ont été formés dans ce logiciel et qui estiment que c'est normal, que l'AME c'est normal, que le DSUV c'est normal, qui estiment que c'est normal que vous payiez de vos impôts à la fois l'aide juridictionnelle, à la fois l'hébergement, toutes ces politiques publiques, parce que c'est eux qui concrètement, je le montre, toutes ces lignes budgétaires qui sont assez incompréhensibles, toutes ces dettes, BOP 105, toutes ces lignes budgétaires, c'est eux qui... C'est de la novlangue managériale, et c'est eux qui concrètement, eux après vont redistribuer au niveau du département, aux hôpitaux et autres, où vont aller les budgets. Et c'est ça qui est intéressant aussi de montrer, parce que c'est vrai que comme ça, la machine administrative, départementale, c'est un peu repoussant, c'est compliqué, mais là je vais dans le détail et je montre comment ces gens-là sont formés et c'est eux derrière qui vont avoir le pouvoir sur notre argent public. Le cœur de la bataille, c'est le fait qu'en réalité, les Français sont très mal informés par rapport à tout ce qui se passe, parce que ce ne sont pas des problématiques qui les intéressent, parce que même si c'est en open source, il y a une volonté, on pourrait dire, d'opacité, que ce soit à la fois dans les tribunaux administratifs, chez les avocats et chez les ONG. Donc d'où l'importance que ceux qui veulent nous soutenir lisent ce magazine pour comprendre tout ce mécanisme et cette machine infernale. Oui, ça va être un petit peu notre conclusion, c'est-à-dire que nous, on essaye d'apporter aux lecteurs des éclairages qui soient différents. Et le fait que ça ait autant dérangé montre effectivement que c'est différent. Nous, on n'est pas le Figaro, on n'est pas imprimé à 300 000 exemplaires. Et pourtant, ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce que dans ce genre de cas, vous savez, quand il y a des gens qui sont au pouvoir et qui ont des privilèges depuis des années et qui se protègent les uns sur les autres, eh bien, en règle générale, la vérité fait peur. Parce qu'ils savent très bien qu'elle se diffuse justement comme un poison par rapport à eux. Et donc, cette vérité-là, à notre niveau, on l'a fait éclose. Ils ont cru qu'ils allaient l'étouffer en nous faisant peur, mais absolument pas, parce qu'on a dû en réimprimer 8000 exemplaires. Et donc, effectivement, il faut enjoindre tous ceux qui nous regardent à la fois à le lire, parce que nos objectifs, d'abord, c'est de les informer.
Pas juste en faisant des vidéos, parce que dedans, c'est ultra technique. C'est-à-dire, moi, pour l'avoir lu, même quand je réécoute Jules, il y a des choses que j'ai oubliées, il y a des choses nouvelles que j'apprends, etc. C'est dense en fait, c'est riche. Donc, il faut aussi que ceux qui nous écoutent aillent creuser le sujet pour qu'ils donnent des éléments à leurs voisins. Et c'est comme ça qu'on va les convaincre progressivement. Parce que, crois-moi Julien, y compris les spécialistes sur les sujets migratoires sont largués sur ces sujets-là. La gauche, c'est des pros du contentieux, du droit des étrangers, etc. La droite, nous, on est resté sur l'aspect des idées. Donc, nous, on est là, on vient avec nos éléments de fond, on les donne. Donc, effectivement, il faut qu'ils lisent ce magazine. Et il faut aussi, évidemment, c'est un aspect important que je rappelle tout le temps, il faut qu'ils nous soutiennent. C'est-à-dire qu'à un moment, là, on s'en prend quand même plein la gueule, ça va être violent, ça va durer des années de procédure, hein. Ça va être des convocations, ça va être des frais d'avocat, ça va être, on va gagner, mais ils peuvent vous pouvez perdre en première instance, gagner en deuxième, etc. Ça dure un temps monstrueux. Et surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est rentré dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire qu'en ce moment, je l'avais déjà expliqué au mois de décembre, on avait fait un grand appel aux dons qui a très bien fonctionné, je remercie nos donateurs, en leur disant, voilà, là, je sens les documents de convocation qui arrivent. Donc là, boum, 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 ils vont pilonner. Parce que c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. Leur objectif, c'est la fermeture du média ou tout simplement essayer de faire en sorte qu'on se contente simplement de servir la soupe. Et ce n'est pas le but. Et donc pour ça, il y a 2 choses à faire. C'est acheter le magazine, donc commander en ligne. Je rappelle que nos abonnés magazine, qui étaient abonnés au magazine, n'ont pas ce hors-série, parce que c'est un hors-série. On l'avait annoncé sur notre formule des abonnements magazine. On avait dit, voilà, vous aurez des tarifs préférentiels. Ils ont reçu par mail une quinzaine de mails, le code promo qui leur permet d'avoir un accès. Et ensuite, il y a une nouvelle formule du coup, qu'on a créée pour les hors-séries. Ça va nous permettre de passer de 4 magazines à 7 magazines. Il est un peu différent celui-là, il a moins de pages, du coup, il coûte moins cher. Ou d'aller le chercher en kiosque. Et le deuxième élément qui est fondamental, je le dis souvent, c'est de s'abonner. On a une vraie vague d'abonnements les 2 dernières semaines. Il faut continuer parce que ça va donner aussi les moyens à Jules de travailler sur sa prochaine enquête. Et croyez-moi, sa prochaine enquête, ça va être une bombe. Sa prochaine enquête, on va s'en prendre plein la gueule parce qu'on va attaquer pile ceux qui aujourd'hui détestent être attaqués et on va l'attaquer comme eux, ils aiment nous attaquer. Voilà. On fait la même chose. Et quand ils vont nous dire « Ah oui, vos méthodes, on les condamne », on va dire « On s'est inspiré de vous ». Donc, mais du coup, eux, ils ne sont pas habitués à ça. Moi, j'ai beaucoup de gens de droite sur ce qu'on a fait avec Louis Boyard. Ils nous disent « C'est la première fois que la gauche leur arrive ». Ils ont flippé. Parce qu'en fait, ils sont habitués à ce qu'ils aient des médias qui, en fait, s'occupent des candidats en phase 2, des candidats RN, etc. Mais pas qu'à un moment, ils fouillent leurs propres poubelles. Donc nous, on va fouiller les poubelles et on assume de les fouiller, même si on dit c'est quoi vos méthodes et compagnie. C'est les vôtres, les gars. Vous croyez que vous croyez que j'ai fait un doctorat de 15 ans, vous croyez que Jules, on a fait des doctorats pendant 15 ans, nous expliquer quoi faire? Non. On lit ce qu'ils font, on fait la même chose, on s'inspire des meilleurs, on n'a pas des meilleurs sur la méthode et on n'a pas à en rougir. Et donc, effectivement, les prochaines enquêtes, elles vont être très dures pour l'extrême gauche. Et donc, il faut que les gens qui nous regardent là, ils s'abonnent maintenant parce que c'est en fonction de ça qu'on monte des steps et qu'on y va à fond. Parce que ici, tu l'as bien vu, Julien, on n'a pas eu de stress parce qu'on sait qu'en fait, on n'en a rien à faire, qu'il n'y a pas un big boss en haut imaginaire qui nous dit « allez-y, mollo », etc. Si à un moment, ils veulent nous couler, on va aller jusqu'au bout. Et ça, c'est ce qui donne de la force. Mais derrière, parce qu'on mise sur le fait que les gens ils soient au rendez-vous. Et si sur ce coup-là, les gens n'avaient pas été au rendez-vous et que on avait, on avait eu tous les procès là, ça aurait été très dur. Donc, voilà, ça, il faut en avoir conscience. C'est pour ça que je remercie ceux qui nous ont rejoints ce dernier jour. J'ai le mot de la fin. Moi, c'est plus un petit retour. C'est-à-dire que c'est une des premières fois où vraiment j'ai senti que sur ce sujet-là, notamment des avocats, on n'avait pas le droit d'informer. Ça veut dire que j'ai senti à la fois des gens qui étaient gênés qu'en fait on parle d'eux alors que les choses étaient déjà connues. C'est-à-dire que ce n'était pas des révélations, mais le fait que nous on en parle, vraiment on a complètement été interdit. Et j'ai senti aussi de leur côté une forme de culpabilité à savoir aussi ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire dans le dévoiement justement de cet argent public. J'ai vu en face de nous des gens qui en fait reconnaissaient les faits, mais n'avaient pas envie que justement nous informions sur ça. Et ça a vraiment été toute cette vague corporatiste qui ne constitue pas tous les avocats, puisque beaucoup nous ont dit justement qu'ils l'ont fait et qu'ils l'ont presque regretté, qu'ils n'avaient pas envie de continuer dans cette voie-là parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait un problème. Et derrière ça, moi, j'ai vraiment senti, pour une fois, enfin, c'est vraiment cette fois-ci que là,
il y avait vraiment des gens qui ne voulaient pas qu'on parle de ce qui se passait et de la manière dont ils se faisaient de l'argent et de la manière dont ils travaillaient. Pourtant, c'est quelque chose qui me semblait, à la base, tout à fait banal, en fait, de parler d'une profession, d'avocat, d'informer comme j'informe sur d'autres sujets, de comment ça se passe, comment ils travaillent. Je veux dire, pour moi, il y a un rôle quand même d'éclairage dans la société. Simplement, il n'y a pas de révélation. On n'a pas sorti non plus. C'est vraiment, on parle de gens, on explique comment ils sont. C'est mise en lumière. C'est-à-dire C'est mise en lumière. et le travail de fourmi aussi que tu as fait en prenant, en fait, quand il dit qu'il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire que les décisions des tribunaux administratifs, elles sont publiques. Le grand public, il ne va pas se les coltiner. Il ne va pas faire des stats dessus. C'est-à-dire que c'est un vrai travail d'enquête au sens statistique, etc. Exactement. Et c'est la première fois, voilà, on a vraiment... Enfin, moi, j'ai personnellement senti un mur qui vraiment s'opposait à l'idée qu'un média informe sur la façon dont il travaillait. Et depuis, une machine à casser. C'est-à-dire que là, effectivement, en ce moment, on ne peut pas faire un pas de travers sans se faire défoncer. Donc le retour de bâton, il est en train de venir. Et moi, je vous l'avais dit d'ailleurs, je vous avais dit, vous allez voir, on va s'en prendre plein la gueule et dans les semaines à venir, ça va être ça. Donc, mais bon, ça veut dire qu'on a touché et il y aura une suite. C'est-à-dire qu'on va continuer les enquêtes sur ces sujets-là parce que c'est important et c'est ce qu'on avait promis aussi à nos lecteurs en leur disant, voilà, on va aller sur un média d'investigation, ça va être difficile, etc. Mais là, voilà, je trouve que c'est la première bonne estocade. Ben, messieurs, je crois que nous en avons terminé. Bien entendu, je le rappelle, vous pouvez vous procurer le dernier numéro de Frontières, c'est ce dont on a parlé tout au long de cette émission. Invasion migratoire, les coupables, il est de nouveau disponible donc en kiosque, comme tu l'as dit, mais aussi sur le site internet. N'hésitez pas à commenter, aimer, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube de Frontières, mais également, bien sûr, au magazine. Et aux réseaux sociaux de nos bons journalistes comme Jules, comme Lauriane, qui ont bossé sur ce magazine. Exactement. Ben, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Et on se dit à une prochaine vidéo de décryptage ou d'analyse. Merci à tous ceux qui nous ont regardés de bout en bout et à la prochaine.